Parfois, la vie vous impose un fardeau qui se transforme en bénédiction. Walter Grieve était un père qui s'inquiétait chaque nuit de pouvoir offrir à son fils une vie meilleure que celle qu'il avait connue. Lorsque Walter hérita d'un musée oublié de la part d'un oncle qu'il n'avait jamais rencontré, il pensa que c'était juste un problème de plus. Le vieil édifice tombait en ruine et était recouvert de vignes. Walter travaillait la nuit à nettoyer des immeubles de bureaux et parvenait à peine à payer ses factures. Son fils de 12 ans, Theo, vit quelque chose de différent dans ce vieux. À l'intérieur, il y avait des tableaux, de vieux livres et des trésors d'une valeur de 75 millions de dollars. Mais qui d'autre connaissait ce secret? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Walter Grieve avait toujours cru que la vie consistait à se débrouiller avec ce que l'on avait. À 42 ans, ses mains étaient en permanence tachées par les produits de nettoyage industriel. Son dos lui faisait mal après des années à pousser des seaux de serpillière dans d'interminables couloirs de bureaux, et son portefeuille restait mince malgré 6 nuits de travail par semaine. Mais lorsqu'il regardait son fils, Theo, lire des livres d'aventure sous la faible lumière de la cuisine de leur appartement exigu, Walter savait que chaque heure supplémentaire en valait la peine. La lettre arriva un mardi matin de mars. Portant l'entête de Whitmore, et associé, avocat. Walter dormait après une autre nuit de travail au complexe de la Meridian Tower lorsque Theo frappa à la porte de sa chambre, tenant l'enveloppe de couleur crème avec la révérence d'un garçon qui comprenait que le courrier officiel signifiait généralement des ennuis. « Papa, ça a l'air important », murmura Theo, ses yeux noirs, si semblables à ceux de sa défunte mère, grand d'une curiosité. Walter s'assit, ses articulations protestant, et prit la lettre. L'adresse de l'expéditeur était Cedar Falls, Iowa. Un endroit où il n'était jamais allé et dont il connaissait à peine l'existence. À l'intérieur, le langage formel lui fit tourner la tête, mais les faits essentiels étaient assez clairs. Son grand-oncle Cornelius Grieve était décédé 3 mois auparavant, et Walter était le seul bénéficiaire de sa succession. « Qui est l'oncle Cornelius » demanda Theo, perché au bord du lit. Walter secoua lentement la tête. « Je ne sais honnêtement pas, mon fils. Mon père n'a jamais mentionné avoir un frère nommé Cornelius. » Il étudia de nouveau la lettre, notant l'écriture soignée d'eux. La signature de l'avocat. Il est dit ici qu'il possédait quelque chose appelé le Meridian Museum of Natural and Cultural History. Les yeux de Theo s'illuminèrent. Un musée? Vraiment? Quel genre de musée? Le genre qui est probablement en ruine et coûte plus cher à réparer qu'il n'en vaut, dit Walter, bien qu'il ne pût s'empêcher de sourire à l'enthousiasme de son fils. Theo avait hérité du don de sa mère de voir la magie là où les autres ne voyaient que des problèmes. La deuxième page de la lettre contenait plus de détails. Le legs de l'oncle Cornelius comprenait non seulement le bâtiment du musée, mais aussi 30 acres de terrain environnants, ainsi que ce que l'avocat décrivait comme des collections d'un intérêt historique significatif. Il y avait aussi une note personnelle écrite d'une écriture fine sur l'entête du musée. Walter, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, j'ai suivi l'histoire de votre famille au fil des ans. Vous me semblez trouverez aussi enrichissant que moi. La clé pour comprendre tout est dans la pièce 23B. Fiez-vous à l'instinct de votre fils. Les enfants voient ce que les adultes manquent souvent. Votre oncle Cornelius. 3 semaines plus tard, Walter chargea leurs quelques possessions dans sa vieille Honda Civic et la dirigea vers l'Iowa. Theo l'avait convaincu qu'il devait au moins voir l'endroit avant de décider de le vendre. Le garçon avait passé chaque heure libre à faire des recherches sur les musées en ligne, remplissant un cahier de croquis de vitrines et d'idées d'expositions qui serraient le cœur de Walter d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Cedar Falls s'avéra être le genre de ville où tout le monde se connaissait, et le Meridian Museum se dressait comme un géant endormi sur une colline surplombant la rivière Wapsipinicon. Walter s'arrêta sur l'allée de gravier et resta stupéfait. Le bâtiment était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Une structure en pierre calcaire de 3 étages avec des détails de style néo-gothique et de grandes fenêtres qui avaient autrefois été grandioses. Maintenant, le lierre couvrait la majeure partie. Pierre menant à l'entrée principale, il dut admettre que l'endroit avait une certaine dignité, même dans son état actuel. La clé de l'avocat ouvrit une lourde porte en chêne qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur,
des mottes de poussière dansaient dans les rayons de soleil traversant les hautes fenêtres. Le hall principal s'élevait sur 2 étages avec un grand escalier courbé menant à une vaste. Il courut examiner un bison empaillé qui se tenait au centre du hall, ses yeux de verre reflétant la lumière de l'après-midi. Walter sortit son téléphone et utilisa sa lampe de poche pour lire certaines des étiquettes d'exposition restantes. Il y avait des vitrines qui avaient autrefois contenu des artefacts amérindiens, des sections consacrées à des spécimens géologiques locaux, et une aile entière dédiée à ce qui semblait être de l'art et de la culture européenne. Tout avait été retiré ou emballé, ne laissant que les os de ce qui avait autrefois été une collection. Le musée avait fermé soudainement sans explication publique. Le bâtiment était resté vide pendant des décennies, entretenu mais jamais rouvert. « Papa, viens voir ça », appela Théo de l'autre bout du hall. Il se tenait devant une grande peinture à l'huile accrochée près de l'escalier, la seule œuvre d'art significative encore exposée. Elle représentait un groupe d'hommes et de femmes en tenue. Légèrement à l'écart du groupe, lui sembla familier. Il avait la même mâchoire forte et les mêmes yeux noirs que Walter voyait dans le miroir chaque matin, les mêmes qui le regardaient depuis le bibliothèque et les installations de recherche du musée, avec des étagères vides et des classeurs suggérant une évacuation hâtive. Le 3e étage semblait avoir été des bureaux de stockage et administratifs, la plupart étant fermés à clé. La pièce 23B s'avéra être un petit bureau au 2e étage, niché au bout d'un étroit couloir. Contrairement aux autres pièces, celle-ci semblait. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et une vieille clé en laiton. Walter, si vous lisez ceci, vous avez trouvé le cœur des choses. La clé ouvre ce qui compte le plus, mais seulement quand le moment est venu. Observez votre garçon, il vous montrera ce que vous devez voir. Le musée a fermé en 1943, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a trop bien réussi. Certains trésors sont plus en sécurité cachés jusqu'à ce que le monde soit prêt à comprendre leur vraie valeur. CG. À l'approche du soir, ils se dirigèrent vers Cedar Falls pour trouver un motel. La ville semblait à cheval entre passé et présent, avec des maisons victoriennes restaurées côtoyant des centres commerciaux modernes. Au Murphy's Diner, une institution locale, selon l'enseigne fanée à l'extérieur. Walter commanda un café pendant que Théo travaillait sur ses croquis du musée. « Vous venez visiter le vieux Méridien ?» demanda la serveuse, une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants et aux cheveux gris relevés en un chignon pratique. « En fait, nous en avons hérité, » dit Walter. « Je suis Walter Grieve. C'est mon fils, Théo. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Eh bien, je vous jure. Vous devez être lié à Cornelius. Je suis Betty Murphy. Ma famille possède cet endroit depuis avant ma naissance. » Elle glissa dans la banquette en face. 2. Votre oncle était tout un personnage. Il venait ici tous les dimanches pendant 30 ans. Il commandait toujours la même chose, du poulet et des boulettes avec une tranche de tarte aux pommes. « Comment était-il » demanda Théo, levant les yeux de ses dessins. Betty sourit. Calme, la plupart du temps. Mais il en savait plus sur l'histoire que quiconque j'ai jamais rencontré. Commencez. A-t-il jamais mentionné ce qui s'est passé en 1943 demanda Walter. Pourquoi le musée a-t-il fermé si soudainement? L'expression de Betty devint pensive. Il y avait des histoires, bien sûr. C'était la guerre, vous comprenez? Beaucoup de choses étranges se passaient partout. Certains disaient que le musée était impliqué dans des travaux gouvernementaux d'une sorte. D'autres affirmaient que Cornelius et ses amis cachaient des choses précieuses qui avaient besoin d'être protégées. Elle haussa les épaules. Les petites villes adorent leur mystère. Mais je vais vous dire ceci, votre oncle n'a jamais cessé de croire que ce musée servirait à nouveau son but. Cette nuit-là, tandis que Théo dormait dans la chambre de motel voisine. Endroit. Mais il se souvint ensuite de la façon dont le visage de Théo s'était illuminé lorsqu'ils étaient entrés pour la première fois, de l'attention méticuleuse qu'il avait portée à chaque détail, des questions qui révélaient un esprit avide de savoir et d'émerveillement. Peut-être que l'oncle Cornelius avait eu raison de faire confiance à l'instinct de son fils. Au petit déjeuner le lendemain matin, Walter prit une décision qui le surprit lui-même. « Que dirais-tu de rester ici un moment » demanda-t-il à Théo. « Peut-être quelques mois.
Voir si on peut comprendre ce que l'oncle Cornelius voulait vraiment que nous trouvions. La fourchette de Théo claqua sur son assiette. Vraiment? Tu le penses? Je le pense, dit Walter, bien que son esprit pratique. Colline vers le musée, Walter ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un sentiment de possibilité qui allait au-delà du prochain salaire ou du loyer du mois suivant. Le soleil du matin capta la façade en calcaire du bâtiment, la faisant briller comme quelque chose tiré d'un des livres d'aventures de Théo. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient trouver. Lorsque le marteau jouet de Théo frapperait ce mur au son creux. 3 jours plus tard, le 3e jour au musée se leva avec le genre de matinée printanière et fraîche qui rendait tout possible. Le bâtiment suffisamment sûr pour une exploration sérieuse. Les chiffres n'étaient pas encourageants. Mais l'enthousiasme de Théo était contagieux. On peut explorer l'aile des sculptures. Aujourd'hui? Demanda Théo au petit déjeuner au Murphy's dîner. Il avait étudié un plan qu'ils avaient trouvé dans le bureau de l'oncle Cornelius, marquant les pièces qu'ils avaient déjà visitées. Sculptures occupaient le côté et du musée, une série de galeries interconnectées qui avaient autrefois abrité ce qui semblait être une impressionnante collection de pièces classiques et lequel il n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt jusqu'à présent. Il avait pris l'habitude de le transporter partout au musée, tapotant les murs et les sols avec l'attention méthodique d'un détermination dans la pièce, s'arrêtant occasionnellement pour examiner les détails architecturaux, tapant de près sur des sections de murs apparemment aléatoires. Il y avait quelque chose de presque avec l'âge. Plusieurs grandes marques rectangulaires sur la peinture suggéraient que des pièces substantielles avaient autrefois été accrochées ici, des tableaux ou des reliefs qui avaient été. Espace vide derrière le plâtre. Le son était nettement différent du bruit sourd que le marteau faisait contre les murs de pierre d'origine du bâtiment. C'est étrange, murmura Walter. Cherchez, se trouvait une fine fissure qui courait verticalement sur environ 1 mètre avant de devenir horizontale. La fissure dessinait ce qui pourrait être une porte ou un panneau caché. D'un placard de rangement. Mais nous devons être prudents. Ce bâtiment est vieux et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Théo sautillait d'impatience. On peut l'ouvrir, s'il te plaît? Suggérait que ce qui se trouvait derrière le mur avait été délibérément scellé, probablement des décennies auparavant. Laisse-moi essayer de taper le long des bords, dit Walter. Fixèrent le trou dans un silence stupéfait. Un air frais s'en échappa, portant des odeurs de vieux papier et quelque chose d'autre, quelque chose qui rappelait à Walter les musées d'art où sa femme l'avait traîné lors de leur brève cours, un mélange de toile et de vernis et l'odeur particulière de très vieilles choses soigneusement conservées. Il y a définitivement une pièce derrière là, dit Walter, sortant son téléphone et éclairant l'ouverture avec sa lampe de poche. Le faisceau révéla un espace qui s'étendait au-delà de la portée de la lumière. Mais il pouvait distinguer ce qui semblaient être des objets enveloppés empilés le long des murs. Nous devons y aller, dit Théo, la voix serrée par l'excitation. Le premier instinct de Walter fut la prudence. Il devrait appeler quelqu'un, un expert, peut-être les pompiers locaux, pour s'assurer que l'espace était sûr. Mais en regardant le visage de son fils, en voyant la même expression d'émerveillement qui avait attiré Walter vers sa défunte femme, il sentit sa détermination flancher. D'accord, dit-il finalement, mais nous le faisons intelligemment. Nous agrandissons l'ouverture suffisamment pour passer en toute sécurité. Nous allons lentement, et si quelque chose ne semble pas correct, nous revenons immédiatement. Il fallut 20 minutes pour agrandir soigneusement l'ouverture, enlever le plâtre lâche et vérifier que la structure environnante était solide. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la chambre cachée, le faisceau de la lampe de poche de Walter révéla une pièce qui lui coupa le souffle. L'espace était plus grand qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 6 mètres carrés, avec un haut plafond qui suggérait qu'il avait initialement fait partie de la galerie principale. Mais là où la pièce? Épaisseur. Des caisses en bois portant des étiquettes d'expédition en plusieurs langues étaient disposées en rangées précises. Des vitrines en verre, leur contenu dissimulé sous des housses. Mais ce qui attira l'attention de Walter, ce furent les symboles gravés dans le bois autour du cadre, des motifs complexes qui semblaient combiner des cartes astronomiques avec des plans architecturaux. Ce n'est pas une porte ordinaire, observa Théo, s'en approchant avec la même révérence attentive qu'il avait montrée tout au long de leur exploration. Walter le rejoignit, passant ses doigts sur les symboles gravés. Non, ce n'est pas le cas.
Il sortit la clé en laiton de l'oncle Cornelius de sa poche, la comparant à la serrure. La clé était ornée. Avec une tête en forme d'étoile à 6 branches et des dents qui semblaient suffisamment complexes pour correspondre aux mécanismes sophistiqués devant eux. C'est ce que l'oncle Cornelius voulait dire. Dit Walter, la compréhension l'envahissant. La clé pour tout comprendre. Mais alors qu'il levait la clé vers la serrure, un son provenant de la galerie principale les fit tous deux se figer. L'obscurité de la chambre cachée, écoutant les pas se rapprocher. Celui qui était dans le musée ne faisait aucun effort pour être furtif, mais il ne criait pas non plus ou n'annonçait pas ça. Nous devons être plus prudents, dit-il à son fils. Et nous devons comprendre exactement ce que l'oncle Cornelius nous a laissé avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. Alors qu'il se préparait à quitter la chambre cachée, Walter jeta un dernier coup d'œil à la pièce remplie de trésors mystérieux. La porte au symbole sculpté semblait l'appeler, promettant des réponses à des questions qu'il commençait tout juste à comprendre, mais ces réponses devraient attendre qu'il soit certain de pouvoir explorer en toute sécurité. Le marteau jouet qui avait tout déclenché gisait. Aventure ne faisait que commencer. Ce soir-là, Walter arpentait leur chambre de motel tandis que Théo dessinait tout ce qu'ils avaient vu dans la chambre cachée. Les pas mystérieux avaient plus ébranlé Walter qu'il ne l'avait laissé paraître à son fils. Quelqu'un d'autre était entré dans le musée, quelqu'un qui savait comment y pénétrer et se sentait à l'aise de l'explorer. « Papa. Il faut que tu vois ça, » dit Théo, levant les yeux de son carnet. Il avait dessiné les symboles de la porte en chêne, et son talent artistique naturel avait capturé des détails que Walter avait. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Ils formaient des motifs qui semblaient se répéter, avec des symboles astronomiques entrelacés avec ce qui ressemblait à des plans architecturaux. « Par où commencerions-nous pour comprendre ce qu'ils signifient » demanda Walter. « La bibliothèque, » dit Théo immédiatement. Et peut-être que Betty au restaurant en sait plus sur l'oncle. Systématiquement. Ils commencèrent par le bureau de l'oncle Cornelius, la pièce 23B, fouillant chaque tiroir et examinant chaque cadre vide sur les murs. Dans un classeur qui avait initialement semblé vide, Théo découvrit qu'un tiroir avait un double fond. En dessous, se trouvait une collection de documents qui firent trembler les mains de Walter en les lisant. Le premier était un manifeste d'expédition daté du 15 mars 1943, écrit en allemand. L'allemand de lycée de Walter était rouillé, mais il put en comprendre suffisamment pour savoir qu'il s'agissait d'un inventaire d'œuvres d'art et d'artefacts culturels. Nombre de ces articles étaient marqués d'un tampon rouge qui, même sans traduction, signifiait clairement « confisqué ». Documentation de pillage nazi, murmura Walter. Le poids de l'histoire s'abattant sur ses épaules. Le deuxième document était une lettre manuscrite en anglais datée 3 jours plus tard. L'en-tête disait « Les archivistes, préserver la culture » pour les générations futures, et était signée par une certaine docteure Elisabeth Hoffmann. Cornelius, l'envoi est bien arrivé, mais nous devons accélérer notre calendrier. Nos contacts à Washington. Irremplaçables. La pièce était prête et les emplacements de secours sont préparés. Rappelez-vous, nous ne volons pas, nous préservons. L'histoire justifiera nos actions. H. Il sauvait d'eux. L'art volé, dit Théo, lisant par-dessus l'épaule de son père. L'oncle Cornelius et ses amis cachaient des choses que les nazis avaient prises. Walter hocha lentement la tête, commençant à comprendre l'ampleur de ce sur quoi ils étaient tombés. Et si ces documents sont réels, certaines de ces pièces sauvées pourraient encore se trouver dans cette pièce que nous avons trouvée. Les histoires qu'ils trouvèrent étaient déchirantes. Des collections entières volées à des familles juives, à des musées et à des institutions culturelles. Nombre de ces œuvres d'art n'avaient jamais été retrouvées. « Papa, regarde ça » dit Théo, lui montrant un site web sur les efforts de récupération d'œuvres d'art pillées par les nazis. Il est dit qu'il y a encore des milliers de pièces manquantes. Des musées et des familles du monde entier cherchent toujours des choses qui ont été volées. Les implications étaient stupéfiantes. Si la chambre cachée contenait même une petite fraction de ces trésors culturels perdus, il ne regardait pas seulement des œuvres d'art précieuses. Il détenait des morceaux d'histoire qui appartenaient à des familles, des institutions et... Je m'appelle Harrison Blackwood. Je représente certaines parties intéressées concernant votre héritage. Walter regarda Théo, qui haussa les épaules. Ils avaient pris soin de garder leur
Découverte secrète, mais les nouvelles circulaient vite dans les petites villes. Il ouvrit la porte avec prudence. « Monsieur Blackwood, dit Walter. Je crains que nous ne soyons pas vraiment prêts pour des visiteurs pour l'instant. »« bien sûr, dit Blackwood, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Je comprends que vous êtes encore en train de vous orienter. Je représente un consortium de collectionneurs d'art et de défenseurs du patrimoine culturel qui suivent la situation du Meridian Museum depuis de nombreuses années. En la suivant comment? Votre oncle Cornelius était une sorte de légende dans certains cercles, expliqua Blackwood, pénétrant sans y être invité dans le hall principal. Son travail pendant les années de guerre. Son dévouement à la préservation des artefacts culturels, tout à fait admirable, vraiment. Walter remarqua comment les yeux de Blackwood balayaient la pièce, observant chaque détail avec une. En extrayant un dossier. Mes clients sont prêts à acheter le musée et tout son contenu pour 2 millions de dollars. En espèces, avec clôture dans 30 jours. Le chiffre frappa Walter comme un coup. Dans le comportement de Blackwood déclencha des signaux d'alarme. C'est très généreux, dit Walter prudemment. Mais nous ne sommes ici que depuis quelques jours. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, interrompit Blackwood avec douceur. Mais je dois mentionner que mes clients sont très motivés. Ils attendent cette opportunité depuis très longtemps. Ses yeux se. Je veux dire, si, mais ce n'est pas seulement ça. Walter regarda son fils. Vraiment, il le regarda. En quelques jours seulement, Théo avait changé. Le garçon timide et studieux qui se contentait. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Cet après-midi-là, ils retournèrent dans la chambre cachée. Walter avait aménagé une meilleure ouverture, enlevant suffisamment de plâtre pour leur permettre d'entrer en toute sécurité. Avec des lampes de poche appropriées et l'appareil photo de son téléphone, ils commencèrent à documenter ce qu'ils avaient trouvé. La première peinture. Enveloppée qu'ils dévoilèrent soigneusement fit asseoir Walter lourdement sur l'une des caisses en bois. C'était une petite peinture à l'huile, d'environ 60 cm², représentant une jeune femme lisant près d'une fenêtre. Le style était incontestablement impressionniste, et même l'œil non averti de Walter pouvait voir la qualité de l'œuvre. Il y a une étiquette au dos, dit Théo, tournant soigneusement le cadre. C'est en français, mais je peux distinguer une date, 1894, et ce qui ressemble à une signature. Walter photographia tout pendant que Théo prenait des notes. Ils trouvèrent 17 peintures de différentes tailles, 6 sculptures enveloppées dans un tissu épais, et des dizaines d'objets plus petits dans les caisses en bois, bijoux, livres, objets décoratifs. Photographie, quelqu'un avait écrit des noms, des dates et des adresses en plusieurs langues. Ce sont les propriétaires d'origine, murmura Walter. Les familles à qui ces pièces ont été volées. Alors qu'il se préparait à quitter la chambre, Walter remarqua autre chose. Des empreintes de pas fraîches dans la poussière près de la porte sculptée. Des empreintes qui n'étaient pas les leurs. Quelqu'un d'autre était entré dans cette pièce récemment. Quelqu'un qui avait réussi à entrer sans perturber leur couverture de plâtre de fortune. Ils n'étaient pas les seuls à connaître les trésors cachés. Et Walter commençait à comprendre que l'oncle Cornelius leur avait laissé plus qu'un héritage. Il leur avait laissé une responsabilité qui pouvait changer leur vie ou les mettre en danger qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Walter ne put dormir cette nuit-là. Les images de familles posant à côté de leurs œuvres d'art précieuses le hantaient, et les empreintes de pas mystérieuses dans la chambre cachée suggéraient qu'ils étaient surveillés par quelqu'un ayant ses propres intentions. Au matin, il prit une décision qui le surprit lui-même. Ils avaient besoin d'aide, et ils en avaient besoin de quelqu'un qui comprenait la véritable histoire du musée. Nous allons trouver Margaret Chen, dit-il à Théo au petit-déjeuner au Murphy's dîner. Betty Murphy l'avait mentionné la veille lorsque Walter avait prudemment posé des questions sur les historiens locaux. Margaret Chen, expliqua Betty, était une professeure à la retraite dont la grand-mère avait travaillé au musée à son apogée. Si quelqu'un connaissait les archivistes, ce serait elle. Margaret Chen vivait dans une maison victorienne restaurée sur la Main Street historique de Cedar Falls. La femme qui ouvrit la porte avait peut-être 70 ans, avec des cheveux noirs striés d'argent et des yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Lorsque Walter se présenta, avec Théo, son expression passa d'une curiosité polie à quelque chose qui s'apparentait à de l'étonnement.
Vous êtes le neveu de Cornelius, dit-elle. Plus une affirmation qu'une question. Je vous attendais. Son salon était un paradis d'historiens, avec des étagères et des classeurs soigneusement organisés qui témoignaient de décennies de recherche. Mais ce qui attira l'attention de Walter, ce furent les photographies, des dizaines d'entre elles, couvrant tout un mur. Beaucoup montraient le Meridian Museum à son apogée, avec des visiteurs élégamment vêtus examinant des expositions élaborées. Ma grand-mère Liwei était la liaison culturelle du musée, expliqua Margaret, s'installant dans un fauteuil confortable. Elle aidait à coordonner les expositions itinérantes et travaillait en étroite collaboration avec le groupe de votre oncle pendant les années de guerre. Les archivistes, dit Théo, sortant son carnet. Les sourcils de Margaret se levèrent. Vous les connaissez? Walter hocha la tête. Nous avons trouvé des documents dans le bureau de l'oncle Cornelius, et nous avons trouvé la pièce. Margaret resta silencieuse un long moment, étudiant leur visage. Finalement, elle se leva et se dirigea vers un classeur verrouillé dans le coin. Elle en retira un porte-document en cuir semblable à celui qu'ils avaient. Quelqu'un de la famille Grieve qui viendrait poser les bonnes questions. Le porte-document contenait des photographies qui coupèrent le souffle à Walter. Elle montrait la chambre cachée du musée telle qu'elle était en 1943, non pas un simple entrepôt vide, mais un laboratoire de préservation entièrement fonctionnel. Des hommes et des femmes en blouse blanche examinaient et cataloguaient soigneusement des œuvres d'art, tandis que d'autres utilisaient ce qui semblait être un équipement spécialisé pour la restauration et la documentation artistique. Les archivistes ne se contentaient pas de cacher des œuvres d'art volées, expliqua Margaret. Ils faisaient partie d'un réseau plus vaste, composé de chercheurs américains et européens, de professionnels de musées et de citoyens ordinaires qui avaient réalisé que la guerre ne détruisait pas seulement des vies, mais anéantissait un patrimoine culturel irremplaçable. Une photographie retint particulièrement l'attention de Théo. Elle montrait une jeune femme debout à côté de la porte en chêne sculptée qu'ils avaient découverte, tenant ce qui semblait être une grande clé. La ressemblance avec Margaret était indéniable. C'est votre grand-mère, dit Théo. Le Wishen. Oui, elle était l'une des principales coordinatrices de tout le réseau du Midwest. La voix de Margaret portait à la fois. L'expression de Margaret devint sombre. Elle est morte en 1944, un accident de voiture. Bien que ma grand-mère ait toujours soupçonné que ce n'était pas accidentel. Après la mort d'Elizabeth, Cornelius décida que l'opération était trop dangereuse pour continuer. Le musée ferma et le réseau entra en sommeil. Elle leur montra d'autres photographies, des images d'autres lieux ou des choses de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Votre oncle a passé le reste de sa vie à entretenir le réseau, continua Margaret, vérifiant les dépôts cachés, tenant des registres, attendant le bon moment pour révéler ce qu'ils avaient sauvé. Pourquoi n'a-t-il jamais rouvert le musée? Demanda Théo. Il a essayé plusieurs fois au fil des ans, mais chaque fois qu'il faisait des enquêtes sur le retour des pièces à leur propriétaire d'origine, des choses étranges se produisaient. Des offres d'achat du musée à des prix gonflés. Des contestations légales de sa propriété, même des tentatives d'effraction. L'expression de Margaret devint grave. Cornelius réalisa qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas que ces œuvres d'art soient rendues à leur propriétaire légitime. Walter pensa à la visite de Harrison Blackwood, à l'assurance décontractée que c'était une opportunité qui ne se présenterait pas deux fois. Margaret, dit-il. Correspondance qui peignait un tableau troublant. Blackwood et ses associés avaient systématiquement acquis des œuvres d'art de provenance douteuse, les achetant souvent à des personnes qui n'avaient aucune idée de leur véritable valeur ou origine. Il ne s'intéresse pas à la préservation de la culture, dit Margaret. Il veut démanteler la collection et vendre les pièces. Maintenant, il leva les yeux avec le genre d'expression qui signifiait qu'il avait compris quelque chose. La clé, dit-il simplement. La clé de l'oncle Cornelius n'ouvre pas seulement cette porte dans la chambre cachée. C'est la clé principale de tout le réseau. Margaret hocha la tête avec approbation. Très bien. Il y a 7 emplacements au total, chacun contenant des pièces de la collection. Mais le registre principal, le dossier complet de ce qui a été sauvé et d'où il vient, est derrière la porte que vous avez découverte. Walter sentit le poids de la responsabilité.
ajouta Margaret. Vous pouvez vendre à des gens comme Blackwood et vous en aller riche. Ou vous pouvez faire ce que Cornelius, ma grand-mère et tous les autres ont risqué leur vie pour faire. Margaret se déplaça avec la familiarité de quelqu'un qui y était déjà venu. Elle leur montra des détails qu'ils avaient manqués, des compartiments cachés dans les murs, un système de ventilation qui avait conservé le contenu de la pièce pendant des décennies, et de petites marques sur le sol indiquant où des équipements supplémentaires avaient autrefois été installés. Ma grand-mère m'a amené. Clé de l'oncle Cornelius pour ouvrir la porte sculptée, Walter comprit pourquoi son grand-oncle avait fait confiance à l'instinct de son fils. La pièce au-delà ne contenait pas des trésors, mais des informations, des classeurs, des albums photographiques et des registres qui documentaient l'intégralité de l'opération de sauvetage. Mais c'est la pièce maîtresse qui leur coupa le souffle. Une grande table couverte de cartes et de photographies montrant non seulement les 7 emplacements du réseau, mais des dizaines d'autres à travers le pays et le monde. Les archivistes n'avaient pas été une petite opération locale. Ils avaient fait partie d'un effort international pour préserver le patrimoine culturel de l'humanité. Maintenant vous comprenez, dit Margaret. Doucement. Ce que Cornelius vous a vraiment laissé? Alors qu'il se préparait à partir, Théo remarqua quelque chose qui le fit agripper le bras de Walter. Des cendres de cigarettes fraîches. Près de l'un des classeurs. Quelqu'un d'autre était entré dans cette chambre intérieure très récemment. Leur secret n'était pas sûr, et le temps était compté pour décider quoi faire de l'incroyable responsabilité que l'oncle Cornelius avait placée entre leurs mains. Walter passa cette nuit à lire les documents que Margaret avait partagés, tandis que Théo s'efforçait de déchiffrer d'autres réponses que Walter n'était pas préparé à entendre. Elle portait une enveloppe Kraft contenant des documents sur l'histoire de la famille Grieve que Walter n'avait jamais su exister. Votre arrière-grand-père, Thomas Grieve, était un immigrant arrivé à New York en 1892, expliqua Margaret, étalant de vieilles photographies et des manifestes de navires sur le hall principal du musée. Mais avant de venir en Amérique, il a travaillé comme assistant de conservateur au musée Sterl de Francfort. Walter étudia les photographies. Son arrière-grand-père était un jeune homme lorsqu'il avait quitté l'Allemagne, à peine plus âgé que Walter ne l'était maintenant, mais la ressemblance familiale était indéniable, les mêmes yeux sombres, la même mâchoire forte qu'eux. Mais le grand-père de Walter était mort lors de la pandémie de grippe de 1918, laissant derrière lui un jeune fils qui grandirait sans jamais connaître les liens européens de son père. Le propre père de Walter avait vécu toute sa vie en croyant que la famille Grieve n'avait aucune histoire digne d'être préservée. Donc, l'oncle Cornelius surveillait notre famille parce qu'il savait que nous étions connectés à tout cela depuis le début, dit Walter. Plus que cela, répondit Margaret, sortant une lettre écrite de la main familière de l'oncle Cornelius. Théo. Le garçon avait systématiquement décodé des symboles cachés dans les marges des peintures, insérés dans les motifs des textiles sauvés, et même gravés dans les bases des sculptures. N'était que le début. Ces coordonnées montrent des dizaines de plus petits sites de stockage. Margaret étudia la carte avec un intérêt professionnel. Votre oncle a mentionné quelque chose sur une stratégie de préservation distribuée. Au lieu de garder tous les articles sauvés dans de grands dépôts où ils seraient vulnérables, il a apparemment créé un réseau de plus petits emplacements. Effectuer ce qu'ils prétendirent être une évaluation architecturale préliminaire du bâtiment. Ils furent minutieux et professionnels, mais Walter remarqua avec quelle attention ils examinèrent l'aile des sculptures, en particulier le mur où ils avaient découvert la chambre cachée. Monsieur Grieve, dit Blackwood alors que son équipe terminait son travail. J'espère que vous reconsidérerez notre offre. Mes clients sont prêts à l'augmenter à 3 millions de dollars, mais seulement si nous pouvons conclure dans les 2 semaines. C'est très généreux, répondit Walter prudemment. Mais comme je l'ai mentionné, j'ai besoin de temps pour comprendre pleinement ce que j'ai hérité. Le sourire de Blackwood ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent froids. Bien sûr. Mais je dois mentionner que nos recherches suggèrent que le bâtiment pourrait avoir des problèmes structurels importants. Les propriétés historiques peuvent être très coûteuses à entretenir en toute sécurité, surtout lorsqu'elles contiennent des collections précieuses. La menace était subtile mais claire. Après le départ de Blackwood et de son équipe, Margaret, Walter et Théo s'assirent dans le hall principal du musée, digérant ce qui venait de se passer. Il sait, dit Théo simplement. Peut-être pas exactement ce que nous avons trouvé,
Mais il sait qu'il y a quelque chose ici qui... Combien de temps penses-tu qu'il te faudrait pour décoder toutes les coordonnées que tu as trouvées? Théo sourit. Donne-moi une semaine. Alors qu'il se préparait à partir ce soir-là, Walter remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter net. Dans le hall principal, précisément là où l'un des membres de l'équipe de Blackwood prenait des mesures, quelqu'un avait laissé une petite marque sur le sol, un symbole qui correspondait aux diagrammes architecturaux qu'ils avaient trouvés dans les papiers de l'oncle Cornelius. Ils n'étaient pas les seuls à pouvoir lire les codes des archivistes, et leur temps pour agir s'écoulait plus vite que Walter ne l'avait réalisé. La découverte du journal de recherche du docteur Elizabeth Hoffman changea tout. Margaret l'avait trouvé caché parmi les affaires de sa grand-mère, enveloppé dans de la soie et scellé dans un contenant étanche qu'il avait parfaitement conservé pendant 8 décennies. Tandis que Walter lisait l'écriture élégante à la lumière de la lampe dans leur chambre de motel, il commença à comprendre la véritable portée de ce que les archivistes avaient accompli. Le docteur Hoffman n'avait pas seulement organisé une opération de sauvetage. Elle l'avait documentée avec la précision d'une chercheuse qui comprenait que les générations futures auraient besoin de savoir exactement ce qui avait été sauvé et pourquoi. Son journal contenait non seulement des inventaires détaillés d'œuvres d'art sauvées, mais aussi des histoires personnelles des familles à qui elles avaient été volées et des bénévoles qui centrales où les articles étaient authentifiés, documentés et soit préparés pour un éventuel retour, soit distribués à des lieux de stockage plus sûrs. Mais le journal révéla aussi le coût personnel de leur travail. Les entrées du docteur Hoffman devinrent de plus en plus tendues au fur et à mesure que l'année 1943 avançait. Plusieurs membres du réseau avaient été arrêtés, et elle soupçonnait qu'ils étaient surveillés par des agents étrangers et des autorités américaines qui ne comprenaient pas leur mission. 15 octobre 1943, lut Walter à voix haute. Cornelius croit que nous devrions arrêter l'opération. 3 de nos contacts européens sont devenus silencieux. Et hier, un homme prétendant être du département d'État a posé des questions sur nos activités au musée. Mais comment pouvons-nous nous arrêter alors que des familles perdent encore leur histoire? Chaque pièce que nous sauvons est une victoire contre ceux qui voudraient effacer des cultures entières. La dernière entrée était datée du 2 novembre 1943, juste 3 semaines avant le décès du docteur Hoffman. Elle y avait caché l'emplacement de ce qu'elle appelait le registre principal. Un dossier complet de tout ce que les archivistes avaient sauvé et d'où cela provenait. Si quelque chose m'arrive, lut Walter, Cornelius doit continuer seul. J'ai caché le registre principal à l'endroit où nous avons commencé, derrière la porte, marqué des symboles de la préservation. La clé n'est pas seulement du métal, mais la compréhension. Les futurs gardiens sauront quoi faire. Théo leva les yeux de son propre travail de décodage de symboles. Papa, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ces coordonnées que j'ai cartographiées. Ce ne sont pas des cachettes aléatoires. Elles forment un motif. Walter examina la carte de son fils. Théo avait marqué des dizaines d'emplacements à travers l'Iowa, le Minnesota, le Wisconsin et l'Illinois. À première vue, il semblait dispersé. Mais quand Walter regarda plus attentivement, il put voir ce que Théo avait découvert. Ils sont tous connectés par les systèmes fluviaux, dit Walter avec une excitation croissante. Le Mississippi, le Missouri, l'Illinois. Les archivistes ont utilisé les voies navigables comme route de transport. Et regardez ça, ajouta Théo, désignant une série de symboles qu'il avait décodés d'une tapisserie sauvée. Ce ne sont pas juste des coordonnées, ce sont des instructions sur la façon d'accéder à chaque cachette. L'oncle Cornelius a créé un système où chaque emplacement ne pouvait être ouvert que par quelqu'un qui comprenait l'ensemble du réseau. Margaret arriva le lendemain matin avec des nouvelles qui confirmèrent leur sentiment croissant d'urgence. Pendant la nuit, quelqu'un avait cambriolé la société historique de Cedar Falls et volé plusieurs boîtes de documents liés aux activités de guerre du musée. Rien d'autre n'a été touché, rapporta TL sombrement. Quiconque a fait cela savait exactement ce qu'il cherchait. Walter sentit les murs se refermer sur eux. Combien de temps avant qu'ils ne comprennent ce que nous faisons? Pas longtemps, admit Margaret. Harrison Blackwood a des ressources que nous ne pouvons égaler. S'il est prêt à voler des documents historiques, il n'hésitera pas à prendre des mesures plus directes. Mais Théo avait fait une découverte ce matin-là qui changea entièrement leur situation stratégique.
Dans le journal du docteur Hoffman, il avait trouvé une référence à ce qu'elle appelait le « protocole de préservation », un ensemble d'instructions sur ce qu'il fallait faire si le réseau des archivistes était un jour compromis. C'est comme une mesure de sécurité, expliqua Théo avec enthousiasme. Si quelqu'un essayait de prendre le contrôle du réseau ou de voler les œuvres d'art sauvées, il y avait un moyen de tout protéger jusqu'à l'arrivée des secours. Le protocole était brillant dans sa simplicité. En utilisant le même système de messages codés qui reliait tous les lieux de stockage, un avertissement pouvait être envoyé à travers le réseau qui scellerait automatiquement les emplacements les plus sensibles jusqu'à ce que le « tout est clair » soit donné. Mais le protocole ne pouvait être activé que depuis la salle du registre principal. Et seulement par quelqu'un qui possédait à la fois la clé physique et ce que le docteur Hoffman avait appelé la « clé de la compréhension ». Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Walter. Margaret étudia attentivement l'entrée du journal. Je pense que cela signifie que vous devez prouver que vous comprenez le véritable objectif de ce que les archivistes faisaient. Il ne suffit pas de vouloir l'art. Il faut le vouloir pour les bonnes raisons. Cet après-midi-là, ils retournèrent dans la chambre cachée pour examiner le registre principal plus attentivement. La pièce au-delà d'eux. La porte sculptée était plus grande que Walter ne l'avait d'abord réalisé, avec des alcôves et des zones de stockage qui contenaient des décennies de documentation minutieuse. Mais en son centre se trouvait quelque chose qui lui coupa le souffle. Une maquette du musée telle que l'oncle Cornelius l'avait imaginée, avec l'exposition « Les génies cachés de l'histoire » dans toute sa splendeur prévue. Honorerait à la fois les propriétaires originaux et les braves personnes qui avaient sauvé leur héritage. « C'est magnifique », murmura Théo, étudiant les espaces d'exposition miniatures. Mais alors que Walter examinait la maquette de plus près, il remarqua quelque chose qui fit accélérer son cœur. Cachés à travers l'exposition prévue se trouvaient les mêmes symboles qu'il avait décodés. Des symboles qui n'étaient pas seulement décoratifs, mais fonctionnels. La conception du musée tout entier était elle-même un code, une clé maîtresse qui débloquerait le réseau complet des archivistes. L'oncle Cornelius ne planifiait pas seulement une exposition, réalisa Walter. Il créait un moyen pour les futurs gardiens d'accéder et de gérer l'ensemble du système de préservation. Leurs recherches furent interrompues par le bruit de véhicules lourds à l'extérieur. À travers les fenêtres, ils purent voir un convoi de camions et de VUS s'approcher du musée. Ce n'était pas une autre visite polie de Harrison Blackwood. Cela ressemblait à une opération d'envergure. Le protocole de préservation, dit Théo d'urgence. Nous devons l'activer maintenant. Walter regarda la porte sculptée, la clé de l'oncle Cornelius dans sa main, et son fils, qui avait prouvé qu'il comprenait la mission des archivistes mieux que quiconque n'aurait pu l'espérer. Le docteur Hoffman avait écrit que les futurs gardiens sauraient quoi faire le moment venu. Le moment était venu, et Walter comprit enfin ce que son grand-oncle lui avait vraiment laissé. Non seulement la responsabilité d'une collection d'art sauvés, mais la garde d'un système conçu pour protéger le patrimoine culturel de l'humanité de ceux qui l'exploiteraient ou le détruiraient. Alors que les véhicules à l'extérieur commençaient à décharger des hommes avec un équipement qui semblait bien plus sophistiqué que des outils d'arpentage, Walter tourna la clé dans la serrure de la porte sculptée et s'avança pour réclamer le véritable héritage de sa famille. Le registre principal de l'art perdu était différent de tout ce que Walter aurait pu imaginer. Alors que la lourde porte s'ouvrait, révélant une pièce qui semblait rayonner de sa propre lumière intérieure, il comprit que l'oncle Cornelius avait créé quelque chose bien au-delà d'un simple catalogue. Les murs étaient tapissés de systèmes de classement qui s'élevaient du sol au plafond. Mais ce n'étaient pas des documents ordinaires. Ils faisaient partie d'un système intégré qui avait mis des décennies à se développer. Au centre de la pièce se trouvait une grande table couverte de cartes, de photographies et de ce qui semblait être un appareil de communication qui aurait pu appartenir à une salle de radio des années 1940. Mais la technologie, bien que d'apparence vintage, avait clairement été entretenue et mise à jour au fil des ans. Des lumières vertes clignotaient régulièrement sur divers panneaux, suggérant que le système était toujours actif. « Mon Dieu !» murmura Margaret en les suivant dans la pièce. Cornelius n'a jamais cessé de travailler là-dessus. Théo fut immédiatement attiré par les cartes, qui couvraient non seulement le Midwest américain, mais aussi des lieux en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Des épingles rouges marquaient ce que Walter supposait être des sites de
Dépôt, mais il y avait aussi des épingles bleues, vertes et jaunes dans un système de codage qui prendrait du temps à déchiffrer. Mais c'est le registre relié en cuir lui-même qui fit trembler les mains de Walter lorsqu'il l'ouvrit. La première page contenait une dédicace qui lui tira les larmes aux yeux, pour tous ceux qui ont perdu leur histoire, et pour ceux assez courageux pour la préserver. Que les générations futures comprennent que la culture est le véritable trésor de l'humanité, qui vaut tous les sacrifices pour la protéger. Au fur et à mesure que Walter tournait les pages, il commença à saisir l'ampleur stupéfiante de ce que les archivistes avaient accompli. Le registre ne documentait pas seulement les œuvres d'art et les artefacts qu'ils avaient sauvés. Il contenait des dossiers détaillés d'un réseau de préservation parallèle entier qui avait fonctionné continuellement pendant plus de 80 ans. Regardez ces dates, dit Théo, désignant des entrées récentes. Quelqu'un ajoutait encore à cela pas plus tard que le mois dernier. Walter examina les entrées que Théo avait trouvées. Elles documentaient le sauvetage d'artefacts issus de conflits récents, des pièces de Syrie, d'Afghanistan et d'Ukraine qui avaient été transportées secrètement loin des zones de guerre et intégrées au réseau de préservation. Les archivistes ne s'étaient pas dissous après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient évolué, poursuivant leur mission à travers la guerre froide, les conflits régionaux et jusqu'à l'ère moderne. L'oncle Cornelius n'était pas le dernier gardien, réalisa Walter. Il faisait partie d'une opération continue. Margaret étudiait l'équipement de communication avec un étonnement croissant. Ce système est toujours connecté au réseau. Regardez, il y a des voyants d'état pour des dizaines d'emplacements. Comme appelé par ces mots, la radio s'anima. Une voix parlant un anglais accentué emplit la pièce. Station de Cedar Falls. Ici Munich. Nous indiquons votre emplacement actif pour la première fois en 3 mois. Veuillez confirmer l'état. Walter fixa la radio sous le choc. Margaret se précipita vers le microphone. Station de Munich. Ici Margaret Chen à Cedar Falls. Nous avons de nouveaux gardiens sur place. Cornelius Grieve est décédé, et son neveu Walter a hérité de la station de sécurité. Plusieurs personnes non autorisées sur le site avec des intentions inconnues. La réponse fut rapide et professionnelle. Cedar Falls, activez immédiatement le protocole de préservation. Nous coordonnons avec d'autres stations pour un soutien. Maintenez des communications sécurisées. Comme déclenché par ces mots, toute la pièce commença à se transformer. Diverses machines autour de la pièce. C'est incroyable. Ils ont des opérations de préservation actives sur tous les continents. Et selon cela, de nombreux grands musées du monde travaillent avec eux depuis des décennies. Mais la révélation la plus stupéfiante survint lorsque Walter ouvrit une section scellée du registre marqué « Opérations actuelles ». À l'intérieur, il trouva une documentation d'un projet massif en cours visant à établir des sites permanents de préservation du patrimoine culturel dans le monde entier, des lieux où les artefacts sauvés pourraient être correctement exposés et éventuellement restitués à leur pays d'origine. Ils ne se contentent plus de cacher des choses, dit Walter, lisant les plans. Ils construisent un réseau de musées, de centres culturels légitimes. Toute l'opération passe au grand jour. La radio grésilla de nouveau, cette fois avec une voix différente. Cedar Falls, ici le docteur Sarah Molina à Mexico. Nous attendions votre activation. Cornelius parlait souvent de vous dans ses dernières communications. Au cours de l'heure suivante, des voix se manifestèrent du monde entier, Tokyo, Le Caire, Berlin, Sao Paulo et des dizaines d'autres lieux. Walter commença à comprendre que l'oncle Cornelius faisait partie d'une communauté internationale dédiée à la préservation du patrimoine culturel. Et que son héritage comprenait non seulement la responsabilité de l'opération Onloa, mais aussi l'appartenance à une organisation qui protégeait discrètement les trésors de l'humanité depuis près d'un siècle. Mais la révélation la plus choquante survint lorsque Margaret découvrit un dossier marqué « Collectionneur de l'ombre, menace active ». La photographie de Harrison Blackwood figurait en bonne place, ainsi que des dossiers détaillés sur des dizaines d'autres individus et organisations qui pillaient systématiquement des artefacts culturels dans des zones de guerre, des sites archéologiques et des collections privées. Blackwood n'est pas seulement un marchand d'art, dit Margaret d'un air sombre. Il fait partie d'un réseau qui déstabilise délibérément des
région pour créer des opportunités de vol culturel. Certains de ces conflits dont nous avons lu les nouvelles sont prolongés spécifiquement pour permettre des opérations de pillage systématiques. L'ampleur de l'entreprise criminelle était à couper le souffle. Les collectionneurs de l'ombre avaient des agents dans des musées, des maisons de vente aux enchères et des agences gouvernementales. Du monde entier. Ils n'achetaient pas et ne vendaient pas seulement des artefacts volés. Ils créaient activement des conditions qui leur permettraient de s'approprier des trésors culturels. Légitimement possédés. C'est pourquoi l'oncle Cornelius a attendu si longtemps pour révéler le réseau, réalisa Walter. Il attendait que les collectionneurs de l'ombre se révèlent suffisamment pour que les autorités puissent agir contre eux. La radio apporta d'autres nouvelles inquiétantes. La station de Berlin signala que plusieurs sites archivistes en Europe de l'Est avaient été compromis ces derniers mois, des collections précieuses disparaissant entre des mains privées. La station de Tokyo avertit que l'organisation de Blackwood utilisait une technologie sophistiquée pour localiser des dépôts cachés. Mais alors une nouvelle qui changea tout arriva. Cedar Falls. Ici le docteur James Morrison de la Smithsonian Institution. Nous travaillons avec le FBI pour monter un dossier contre l'organisation de Blackwood depuis 2 ans. Votre activation du protocole de préservation nous fournit la preuve dont nous avons besoin pour agir. Des agents fédéraux sont en route vers votre position. Walter ressentit une vague de soulagement, suivie immédiatement par de nouvelles préoccupations. Si les forces de l'ordre étaient impliquées, cela signifiait que les activités du réseau seraient scrutées par des autorités qui pourraient ne pas comprendre la nature délicate de leur travail de préservation. Théo avait tranquillement étudié les journaux de communication et essayait de voler quelque chose ou de compromettre un site, il le documentait. Il a transformé tout le réseau des archivistes en une gigantesque opération de collecte de renseignements. La prise de conscience frappa Walter comme un coup physique. L'oncle Cornelius ne lui avait pas seulement laissé un musée et une collection d'art sauvés. Il lui avait laissé des preuves qui pourraient faire tomber une entreprise criminelle internationale qui pillait le patrimoine culturel depuis des décennies. Alors que les sirènes se rapprochaient au loin, et que la radio continuait d'apporter des mises à jour du monde entier, Walter comprit que sa décision de rester à Cedar Falls et de découvrir son héritage l'avait placé au centre de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Le marteau-jouet qui avait tout déclenché gisait encore oublié dans la chambre cachée. Mais ce qu'il avait déverrouillé allait transformer la façon dont le monde comprenait et protégeait son patrimoine culturel. Les hommes entourant le musée n'essayaient pas seulement de voler de l'art précieux. Ils essayaient de dissimuler des crimes qui s'étendaient sur des continents et des décennies. Et maintenant Walter, Théo et Margaret étaient les seuls à se dresser entre les trésors sauvés de l'humanité et ceux qui les utiliseraient à des fins lucratives plutôt que de les préserver. La véritable bataille pour l'âme des archivistes était sur le point de commencer. Le médaillon de l'archiviste pesait lourd dans la paume de Walter tandis que les agents du FBI encerclaient le musée. L'oncle Cornelius l'avait porté pendant plus de 40 ans, et maintenant il représentait non seulement l'appartenance à une organisation secrète, mais aussi la clé pour coordonner une réponse qui déterminerait le sort des trésors culturels du monde entier. L'agent Sarah Rodriguez, l'enquêtrice principale du FBI sur les crimes culturels, était arrivée quelques heures après leur transmission d'urgence au réseau. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait passé des années à construire un dossier complexe. Et ses premiers mots à Walter confirmèrent sa compréhension croissante de l'ampleur de la situation. « Monsieur Grieve, la documentation de votre oncle nous a fourni des preuves de la plus grande opération de vol culturel de l'histoire moderne, dit-elle, s'installant dans le hall principal du musée pendant que son équipe sécurisait le périmètre. Nous suivons l'organisation de Harrison. Stations archivistes du monde entier. Correctement activé, il enverrait un message crypté capable de coordonner des actions simultanées à travers tout le réseau. C'est comme un système de diffusion d'urgence, expliqua Théo, montrant à l'agent Rodriguez son carnet rempli de symboles décodés. L'oncle Cornelius l'a conçu pour que si les collectionneurs de l'ombre lançaient un jour une attaque coordonnée sur le réseau, les archivistes puissent répondre en tant qu'organisation unie au lieu de sites isolés. La radio dans la salle du registre principal avait été occupée toute la matinée, alors que des stations du monde entier signalaient une activité accrue de la part des collectionneurs de l'ombre. Le schéma était clair.
L'organisation de Blackwood faisait un dernier effort pour acquérir autant d'artefacts culturels sauvés que possible avant que les forces de l'ordre ne puissent les arrêter. Ils savent que nous nous rapprochons, dit l'agent Rodriguez. Archivistes étaient les plus vulnérables à une attaque immédiate. Les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Plusieurs emplacements en Europe de l'Est étaient restés silencieux, et des agents collectionneurs de l'ombre avaient été repérés près de sites en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Nous devons agir vite, dit Margaret, marquant les lieux menacés sur la carte du monde. Mais nous devons aussi être prudents. Certains de ces lieux de cachette sont sécurisés depuis des décennies. Si nous les exposons prématurément, nous pourrions tout perdre. Walter se retrouve à Haut. Centre de décision qui affecterait les efforts de préservation culturelle dans le monde entier. Le médaillon qu'il tenait n'était pas seulement un symbole. C'était une responsabilité qui le reliait à des gardiens sur tous les continents qui attendaient du Meridian Museum un leadership. Que ferait l'oncle Cornelius, demanda-t-il à Margaret pendant un moment de calme tandis que l'agent Rodriguez coordonnait avec les agences internationales de maintien de l'ordre. Il ferait confiance au réseau, répondit-elle sans hésitation. Cornelius a toujours dit que la plus grande force des archivistes ne résidait pas dans un gardien individuel, mais dans la sagesse collective de personnes qui comprenaient que la culture appartient à toute l'humanité. Théo avait fait une autre découverte cruciale en étudiant le registre principal. La documentation complète ne montrait pas seulement ce que les archivistes avaient sauvé. Elle révélait la méthode sophistiquée qu'ils avaient utilisée pour suivre la provenance de chaque article. Lorsque les artefacts culturels seraient finalement rendus à leurs propriétaires légitimes, il y aurait une preuve irréfutable de leur authenticité et de leur propriété légale. Cela change tout en matière de récupération d'œuvres d'art, déclara l'agent Rodriguez, examinant les découvertes de Théo. Au lieu d'espérer que des pièces volées face sur face dans des maisons de vente aux enchères où nous pourrions essayer de les retrouver, nous avons un registre complet des objets qui ont été sauvés avant qu'ils ne puissent être vendus sur le marché noir. Mais l'après-midi apporta de mauvaises nouvelles des agents de terrain surveillant les opérations de Blackwood. Les équipes de surveillance signalèrent que les s'approchant avec un autre message décodé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. Les symboles sur le médaillon ne sont pas seulement pour la communication d'urgence. Ce sont le code d'activation de quelque chose appelé le protocole du patrimoine. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent en lisant la traduction de Théo. Le protocole du patrimoine. J'ai entendu Cornelius le mentionner, mais je pensais que c'était théorique. L'agent Rodriguez les regarda avec attente. Qu'est-ce que le protocole du patrimoine? Walter examina le médaillon plus attentivement, remarquant des détails qu'il avait manqués auparavant. Les symboles n'étaient pas seulement gravés dans le métal. Ils formaient un motif qui semblait changer selon la façon dont la lumière les frappait. Quand il le tenait au bon angle, des symboles supplémentaires devenaient visibles, créant des couches de sens qu'il faudrait une expertise pour comprendre pleinement. Je pense, dit Walter lentement, que c'est un moyen de révéler simultanément chaque dépôt d'archiviste dans le monde entier. Une divulgation coordonnée qui mettrait tous les artefacts culturels sauvés sous protection juridique avant que les collectionneurs de l'ombre ne puissent les revendiquer. Les implications étaient stupéfiantes. Au lieu de jouer la défense contre le vol culturel systématique, les archivistes pouvaient passer à l'offensive, révélant des décennies de travail de préservation et établissant des revendications légales sur des milliers d'artefacts sauvés. Avant que les criminels ne puissent les voler. Mais une révélation aussi massive exposerait également des gardiens qui avaient travaillé en secret toute leur vie, révélant les emplacements de dépôt qui avaient été sûrs précisément parce qu'ils étaient cachés. C'était le genre de décision qui pouvait sauver le patrimoine culturel de l'humanité ou détruire le réseau qui l'avait protégé pendant près d'un siècle. La radio apporta des mises à jour urgentes tout au long de la soirée. La station de Londres rapporta que des collectionneurs de l'ombre avaient tenté de pénétrer dans un dépôt près du British Museum, mais avaient été repoussés par une sécurité renforcée. La station du Caire avertit que plusieurs articles de leur collection avaient été proposés à la vente sur des sites d'enchères internationaux, suggérant que l'infiltration du réseau était plus étendue que quiconque ne l'avait réalisé. Le temps est compté, dit l'agent Rodriguez à l'approche du soir. Nous avons des renseignements crédibles selon lesquels l'organisation de Blackwood prévoit de quitter le pays demain soir avec tout ce qu'elle a collecté. Une fois que ces conteneurs atteindront
Les eaux internationales, ils seront hors de notre juridiction. Walter regarda son fils, qui avait fait preuve au cours de la semaine d'une maturité et d'une perspicacité qui l'étonnait chaque jour. Théo avait compris l'importance de leur découverte dès le début, avait abordé le travail avec respect pour les artefacts et les personnes qui les avaient préservés. « Qu'en penses-tu » lui demanda Walter. « Devons-nous activer le protocole du patrimoine » Théo considéra la question avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé. L'oncle Cornelius a passé toute sa vie à protéger ces choses, dit-il finalement. Mais il a aussi planifié ce moment, où il serait temps d'arrêter de se cacher et de commencer à montrer au monde ce que les archivistes avaient sauvé. Margaret hocha la tête avec approbation. Le réseau était toujours destiné à être temporaire. Le but n'a jamais été de cacher des artefacts culturels pour toujours, mais de les préserver jusqu'à ce qu'ils puissent être restitués en toute sécurité à leur juste place dans le monde. L'agent Rodriguez ajouta la perspective des forces de l'ordre. De notre point de vue, la révélation coordonnée fournirait une protection juridique pour des objets qui sont actuellement vulnérables au vol. C'est le meilleur moyen de garantir que ces trésors culturels soient préservés pour les générations futures. Alors que la nuit tombait sur Cedar Falls, Walter se tenait dans la salle du registre principal, entouré des preuves de près d'un siècle de dévouement à la préservation culturelle. Le médaillon était chaud dans sa main, comme si l'engagement de l'oncle Cornelius envers la mission résonnait encore dans le métal. Il pensa à sa vie une semaine auparavant. Les nuits interminables à nettoyer des immeubles de bureaux, l'inquiétude constante de subvenir aux besoins de Théo, l'hypothèse que des gens comme eux ne participaient pas à la préservation des plus grands trésors de l'humanité. Maintenant, il comprenait que des gens ordinaires avaient toujours été l'épine dorsale des efforts extraordinaires pour protéger ce qui comptait le plus. Nous activons le protocole du patrimoine à l'aube, décida Walter. Il est temps de terminer ce que l'oncle Cornelius a commencé. Alors qu'il plaçait le médaillon dans l'unité de communication principale, se préparant à la révélation coordonnée qui allait remodeler la préservation culturelle pour toujours, Walter sentit la présence de son grand-oncle dans la pièce. Le fardeau qui avait semblé si accablant une semaine auparavant était devenu un privilège. La chance d'aider à garantir que les trésors sauvés de l'humanité retrouveraient enfin leur chemin vers leur foyer. L'aube se leva sur Cedar Falls, baignée d'une lumière dorée qui rendait tout possible. Walter se tenait dans la salle du registre principal, le médaillon de l'archiviste connecté au système de communication, tandis que des voix du monde entier confirmaient leur préparation à l'activation du protocole du patrimoine. C'était le moment que l'oncle Cornelius avait préparé pendant des décennies, celui où les archivistes sortiraient de l'ombre et révéleraient leur extraordinaire mission de préserver les trésors culturels de l'humanité. Toutes les stations se déclarent prêtes, annonça Margaret, coordonnant le réseau mondial depuis sa position à la console de communication principale. 237 dépôts sur 6 continents sont préparés pour une divulgation simultanée. L'agent Rodriguez avait positionné des équipes du FBI à des endroits clés aux États-Unis, tandis qu'Interpol coordonnait des opérations similaires à l'échelle internationale. Le cadre juridique pour protéger les artefacts révélés avait été préparé pendant la nuit, avec des tribunaux et des agences du patrimoine culturel prêts à établir des ordonnances de protection immédiate. Mais la véritable puissance du moment appartenait à la capsule temporelle de l'espoir. Le contenant scellé que le docteur Elizabeth Hoffman et les archivistes originaux avaient laissé pour cette occasion précise. Walter l'avait découvert dans les derniers instants avant l'activation, caché dans un compartiment qui ne pouvait être accessible que lorsque le protocole du patrimoine était pleinement initié. La capsule temporelle à 80 ans, s'émerveilla Théo, examinant soigneusement le récipient en laiton qui portait les symboles des archivistes. Le docteur Hoffman, l'oncle Cornelius et votre grand-mère l'ont tous touché. À l'intérieur de la capsule temporelle, ils trouvèrent non seulement des documents, mais aussi des messages personnels des archivistes originaux. Des lettres qu'ils avaient écrites aux futurs gardiens qui achèveraient leur mission. Le message du docteur Elizabeth Hoffman était adressé à la génération qui mettra notre travail en lumière. Walter lut ces mots à voix haute à l'équipe assemblée. À ceux qui héritent de notre fardeau et de notre privilège, vous ne préservez pas seulement des objets, mais la preuve que la beauté et la culture peuvent survivre aux heures les plus sombres de l'humanité. Lorsque vous révélerez ce que nous avons sauvé, rappelez-vous que chaque pièce représente la décision de quelqu'un de valoriser la préservation plutôt que le profit,
l'espoir plutôt que le désespoir. À 8 heures précises, Walter activa le protocole du patrimoine. Le médaillon brilla en transmettant le signal coordonné. Et partout dans le monde, les gardiens archivistes commencèrent à révéler des dépôts qui étaient restés cachés pendant des décennies. Les premiers rapports furent à couper le souffle. La station de Londres révéla une collection de manuscrits sauvés de la destruction nazie, y compris les seules copies existantes d'œuvres de chercheurs juifs dont les bibliothèques avaient été brûlées. La station du Caire divulgua des artefacts de sites anciens qui avaient été sauvés du pillage systématique lors de conflits régionaux. La station de Tokyo dévoila des œuvres d'art sauvées, qui documentaient des traditions culturelles presque perdues à cause de la guerre et de la modernisation. Mais ce fut la réponse des médias et du public qui valida véritablement la longue patience de l'oncle Cornelius. Au lieu de sensationnaliser la découverte d'un trésor caché, les journalistes se concentrèrent sur les histoires humaines derrière les efforts de préservation. Des familles qui avaient passé des générations à chercher un patrimoine culturel perdu découvrirent que leur trésor avait été soigneusement protégé, documenté et entretenu par des personnes qui avaient déjà été volés et les préservaient jusqu'à ce qu'ils puissent être restitués en toute sécurité. Théo était devenu le porte-parole officieux de la compréhension de la mission par sa génération. Lorsque les équipes de télévision arrivèrent pour documenter l'histoire, il expliqua avec une éloquence tranquille pourquoi la préservation culturelle importait aux jeunes. Il ne s'agit pas de vieilles choses dans les musées, dit-il à un journaliste des Nouvelles Nationales. Il s'agit de s'assurer que les histoires des gens ne disparaissent pas. Chaque peinture douanière qui avait été alertée d'attendre des tentatives de déplacement de biens culturels volés. Ils sont finis, annonça l'agent Rodriguez avec satisfaction. 43 arrestations dans 12 pays, et nous ne faisons que commencer. Les preuves que votre oncle a collectées nous ont donné tout ce dont nous avons besoin pour démanteler ce réseau criminel entier. Mais le moment le plus commémoratif en bronze que Théo avait aidé à concevoir, honorant les archivistes et leurs décennies de sacrifices. Cornelius a toujours dit que ce jour viendrait, raconta-t-elle à la foule rassemblée. Il croyait que les gens comprendraient la véritable valeur de la préservation culturelle une fois qu'ils verraient ce que des citoyens ordinaires pouvaient accomplir lorsqu'ils seulement laissaient un héritage. Il lui avait laissé la preuve que parfois le travail le plus important se fait tranquillement, patiemment, par des gens qui croient que le patrimoine culturel de l'humanité appartient à tous. La carte de découverte de Théo était devenue la pièce maîtresse du programme éducatif du musée, un témoignage dessiné à la main de la façon dont la curiosité est. Mais aucun emplacement n'était indispensable. Walter avait passé le mois précédent à travailler avec les forces de l'ordre international pour coordonner le retour des artefacts à leur pays d'origine. Le processus était complexe. Certains objets avaient été volés il y a si longtemps que leurs propriétaires originaux étaient décédés, tandis que d'autres nécessitaient une authentification approfondie pour confirmer leur provenance. Mais la documentation des archivistes rendait ces déterminations possibles d'une manière qui aurait été impossible sans la tenue de registres méticuleuses de l'oncle Cornelius. La percée survint lorsque Théo découvrit que sa carte contenait une dernière couche d'informations. En examinant les schémas des emplacements cachés en conjonction avec les autres archivistes ont préparé des espaces d'exposition permanents pour les trésors culturels les plus importants, attendant le jour où ils pourraient être correctement révélés. La révélation conduisit à la découverte de tout un complexe muséal souterrain sous ce qui semblait être un entrepôt abandonné à Minneapolis. Lorsque des équipes accédèrent à l'installation en utilisant des codes dérivés de la carte de Théo, elles trouvèrent non seulement des œuvres d'art sauvées, mais un musée entièrement fonctionnel qui avait été entretenu en secret pendant des décennies. C'est comme entrer dans une capsule temporelle, souffla Margaret en explorant l'installation cachée. Les galeries contenaient des pièces sauvées de toute l'Europe, de l'Asie et des Amériques, exposées avec le même soin et la même attention aux détails qui caractérisent les plus beaux musées du monde. Des plaques d'information racontaient l'histoire du sauvetage de chaque objet, les familles auxquelles il avait appartenu, et les archivistes qui avaient risqué leur vie pour le préserver. Mais la découverte la plus significative se trouvait dans la galerie centrale de l'installation, un mur commémoratif honorant non seulement les archivistes eux-mêmes, mais aussi les propriétaires originaux de chaque objet sauvé. Des photographies, des histoires familiales et des lettres personnelles créaient un hommage émouvant au coût humain de la destruction culturelle et à l'engagement humain envers la préservation. Walter se tenait devant une exposition dédiée à la
famille Rosenberg dont le docteur Hoffman avait parlé dans son journal. Leurs tableaux sauvés étaient exposés aux côtés de photographies de leur maison viennoise, de lettres de membres de la famille ayant survécu à la guerre, et de documents de leur recherche de longue date de leurs trésors perdus. C'est ce que l'oncle Cornelius voulait vraiment, réalisa Walter, non seulement sauver l'art, mais préserver les histoires des gens qui l'ont créé et l'ont perdu. La réponse internationale à ces découvertes dépassa même les projections les plus optimistes. Des musées du monde entier demandaient des partenariats pour aider à restituer les objets sauvés à leurs contextes culturels appropriés. Des institutions éducatives voulaient étudier les méthodes de préservation des archivistes. Des gouvernements demandaient de l'aide pour protéger des sites culturels qui restaient vulnérables aux conflits et au pillage. L'agent Rodriguez annonça que les affaires criminelles contre l'organisation de Harrison Blackwood progressaient encore mieux que prévu. Les preuves de votre oncle ont révélé des opérations de vol culturel systématiques remontant à 50 ans. Rapporta TL. Nous ne faisons pas seulement cesser les crimes actuels. Nous résolvons des crimes historiques. Mais la validation la plus significative vint des familles et des communautés, dont le patrimoine culturel rentrait enfin chez lui. Walter avait reçu des centaines de lettres de personnes du monde entier qui avaient appris que des objets qu'elles croyaient perdus à jamais avaient en fait été soigneusement conservés par des étrangers qui comprenaient leur importance. Une lettre d'une femme âgée de Prague le toucha particulièrement. Le violon de mon grand-père a été volé quand j'étais enfant. Pendant 70 ans, j'ai cru que sa musique était morte avec lui. Maintenant, j'ai appris que vos archivistes ont préservé non seulement l'instrument, mais des enregistrements de lui en jouant. Vous m'avez rendu la voix de mon grand-père. Théo s'était passionné pour les histoires derrière les objets sauvés, passant des heures à faire des recherches sur les familles. Les artistes qu'il représentait. Sa documentation détaillée créait un nouveau modèle pour la façon dont les institutions culturelles pouvaient relier les artefacts à leur contexte humain. Il ne suffit pas de simplement exposer des choses, expliqua-t-il aux professionnels de musées en visite. Les gens doivent comprendre pourquoi ces objets étaient importants pour les personnes qui les ont créés et les possédaient. C'est ce qui les rend vraiment précieux. Le succès du protocole du patrimoine avait inspiré des réseaux de préservation similaires dans le monde entier. Des organisations du patrimoine culturel utilisaient les méthodes des archivistes pour protéger les artefacts des conflits en cours, des catastrophes naturelles et du vol systématique. Le Meridian Museum était devenu le centre de formation pour une nouvelle génération de préservationnistes culturels. Walter se retrouva à voyager régulièrement pour parler avec des musées, des universités et des agences gouvernementales des leçons tirées du travail des archivistes. Mais il revenait toujours à Cedar Falls avec soulagement, attiré par la communauté qui avait embrassé leur mission et le musée qui était devenu le cœur de leur objectif commun. Les cérémonies de reconnaissance officielle eurent lieu par une matinée fraîche d'octobre, exactement 6 mois après qu'ils eurent découvert la chambre cachée. Des représentants de l'UNESCO, du FBI et des institutions culturelles du monde entier se sont réunis dans le hall principal du musée pour honorer les archivistes et annoncer la création du Centre international Cornelius Grieve pour la préservation culturelle. Margaret prononça le discours principal, parlant du rôle de sa grand-mère dans les opérations de sauvetage originales et de l'importance des citoyens ordinaires dans la protection du patrimoine de l'humanité. Les archivistes ont compris que la culture nous appartient à tous, dit-elle. Leur héritage nous rappelle que la préservation de notre patrimoine commun n'est pas seulement la responsabilité des institutions, mais de quiconque comprend que certaines choses sont trop importantes pour être perdues. Théo reçut une reconnaissance spéciale pour son rôle dans le décodage du réseau archiviste et la création de ressources éducatives qui aidaient les gens à comprendre l'importance de la préservation culturelle. Alors qu'il acceptait la récompense, Walter ressentit un profond sentiment de fierté, non seulement pour les réalisations de son fils, mais pour la personne qu'il était en train de devenir. La carte m'a appris que tout est connecté, dit Théo dans son discours de remerciement. Chaque artefact a une histoire. Chaque histoire se connecte à d'autres histoires, et toutes ces histoires ensemble constituent ce que nous sommes en tant que personnes. Les archivistes n'ont pas seulement sauvé des objets. Ils ont sauvé les connexions qui nous aident à nous comprendre nous-mêmes. Alors que les cérémonies s'achevaient et que les derniers visiteurs exploraient l'exposition, les génies cachés de l'histoire entièrement ouverte, Walter traversa les galeries que l'oncle Cornelius avait imaginées des décennies auparavant.
Chaque présentation racontait plusieurs histoires, celles des créateurs originaux. Des familles qui avaient possédé ces trésors, des archivistes qui les avaient préservés et des communautés qui œuvraient à les restituer à leur foyer légitime. Le marteau jouet qui avait lancé. Leur aventure était exposée à une place d'honneur, accompagnée d'une simple plaque. Parfois, les plus grandes découvertes se produisent par accident, mais seulement lorsque nous sommes assez curieux pour prêter attention à ce que nous trouvons. Alors que le soir approchait et que les derniers visiteurs s'en allaient, Walter se tenait avec Théo et Margaret dans le hall principal du musée. Entouré de trésors sauvés qui obtenaient enfin la reconnaissance qu'ils méritaient. Le bâtiment qui avait semblé être un fardeau si lourd 6 mois plus tôt était devenu un phare d'espoir pour les efforts de préservation culturelle dans le monde entier. Penses-tu que l'oncle Cornelius serait fier ? Demanda Théo, levant les yeux vers le portrait des archivistes qui étaient toujours accrochés près de l'escalier principal. Walter étudia le visage de son grand-oncle dans le tableau, se souvenant du poids de la responsabilité qu'il avait ressenti lorsqu'il avait hérité pour la première fois de cet extraordinaire héritage. Je pense qu'il serait émerveillé par ce que tu as accompli, dit-il à son fils. Et je pense qu'il serait fier que la mission à laquelle il a consacré sa vie soit entre de si bonnes mains pour l'avenir. Le musée s'installa dans un calme paisible alors que la nuit tombait sur Cedar Falls. Ces trésors sauvés reposaient enfin à la lumière après des décennies cachés. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles découvertes et de nouvelles opportunités de rendre le patrimoine culturel aux communautés auxquelles il appartenait. Mais cette nuit-là, Walter ressentait la profonde satisfaction de savoir que les fardeaux pouvaient en effet se transformer en bénédictions, et que parfois, le travail le plus important consistait simplement à prêter attention à ce que d'autres avaient négligé. 6 mois après l'activation du protocole du patrimoine, Walter se tenait devant la nouvelle plaque d'exposition installée à l'entrée principale du musée. Le mémorial en bronze brillait sous la lumière du soleil de l'après-midi filtrant par les hautes fenêtres, ces mots soigneusement gravés capturant l'essence de ce que l'oncle Cornelius et les archivistes avaient accompli. En mémoire des archivistes 1940 à 2025, qui ont compris que les plus grands trésors de l'humanité ne sont pas l'or ou les bijoux, mais les histoires que nous racontons, l'art que nous créons, et la culture que nous préservons pour les générations futures, afin qu'elles la découvrent et la chérissent. Leur courage dans l'obscurité a préservé la lumière pour le monde. Sous l'inscription principale, une plaque plus petite annonçait la mission permanente du musée, l'exposition des génies cachés de l'histoire, rendant hommage à ceux qui ont créé. Commencé comme une opération de sauvetage désespérée en temps de guerre était devenu un modèle pour la façon dont les institutions culturelles pouvaient servir leur communauté tout en protégeant le patrimoine commun de l'humanité. Le Meridian Museum accueillait désormais des groupes scolaires, des chercheurs internationaux et des familles cherchant à renouer avec leurs racines culturelles. Walter avait quitté son emploi de concierge de nuit le mois précédent, acceptant le poste de directeur de la préservation culturelle au musée. Le titre lui semblait incroyablement grand pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à nettoyer des immeubles de bureaux, mais Margaret lui avait rappelé que les archivistes avaient toujours été des gens ordinaires, accomplissant un travail extraordinaire. Vous comprenez le véritable but de la préservation, lui avait-elle dit lors de la réunion du comité d'embauche. Il ne s'agit pas de la valeur monétaire des objets. Il s'agit de la valeur humaine de maintenir les liens avec notre passé. Théo, maintenant âgé de 13 ans et entamant sa 2e année de lycée, était devenu une sorte de célébrité locale. Ses méthodes de découverte étaient étudiées par des archéologues et des historiens, et plusieurs universités avaient déjà manifesté leur intérêt à suivre sa future carrière universitaire. Mais ce qui impressionnait le plus Walter, c'était à quel point son fils restait ancré, abordant chaque nouvelle découverte avec la même révérence attentive qu'il avait montrée depuis le début. « Papa, viens voir ça », appela Théo de l'autre bout du hall principal où il travaillait sur le dernier projet du musée. En partenariat avec des écoles du Midwest, il créait un programme temporairement pendant que des chercheurs s'efforçaient d'identifier leurs origines et de localiser les membres de familles survivants ou les institutions culturelles ayant des revendications légitimes. Les réussites s'accumulaient chaque jour. Une peinture sauvée du pillage nazi avait été restituée aux descendants de ses propriétaires juifs originaux à Berlin. Des artefacts anciens sauvés de zones de conflit étaient rapatriés vers des musées dans leur pays d'origine. Des instruments de musique préservés par les archivistes retrouvaient leur chemin vers les communautés où ils avaient autrefois apporté joie et continuité culturelle.
Mais les moments préférés de Walter étaient ceux où des familles visitaient le musée pour récupérer des morceaux de leur héritage qu'elles croyaient perdus à jamais. Ces retrouvailles étaient des événements profondément émotionnels qui rappelaient à toutes les personnes impliquées pourquoi le travail était si important. La semaine dernière, un vieil homme de Chicago était venu à Cedar Falls avec sa petite fille pour voir un rouleau de Torah qui avait été sauvé de la synagogue de sa famille en Pologne. Le rouleau serait finalement rendu à un centre communautaire juif reconstruit à Varsovie, mais l'homme avait voulu que sa petite fille le voie d'abord, pour comprendre que l'histoire de leur famille n'avait pas été effacée, malgré des décennies à croire qu'elle avait disparu. Mon grand-père a touché ce même parchemin, avait murmuré l'homme, les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait le rouleau soigneusement préservé. Je n'aurais jamais cru revoir quoi que ce soit de notre ancienne synagogue. Margaret était devenue l'historienne en chef du musée, dirigeant les efforts pour documenter non seulement les artefacts sauvés, mais l'histoire complète des archivistes eux-mêmes. Ces recherches avaient révélé que le réseau avait inclus bien plus de personnes que quiconque ne l'avait réalisé. Des enseignants, des bibliothécaires, des commerçants et des agriculteurs qui avaient chacun joué des rôles modestes mais cruciaux dans l'effort massif de préservation. Nous découvrons toujours de nouveaux sites archivistes, rapporta TL lors de leur réunion hebdomadaire du personnel. Le mois dernier, nous avons identifié un dépôt au Nebraska qui a été entretenu par la même famille d'agriculteurs pendant 3 générations. Ils n'ont jamais su qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Ils savaient juste qu'ils protégeaient des choses importantes qui devaient être gardées en sécurité. L'impact international a continué de croître. Le Centre international Cornelius Grieve pour la préservation culturelle avait établi des partenariats avec des institutions sur tous les continents, partageant les méthodes des archivistes pour protéger le patrimoine culturel dans les régions vulnérables. Walter recevait régulièrement des rapports de lieux aussi divers que le Cambodge, le Nigeria et le Pérou, où les communautés locales utilisaient les techniques des archivistes pour préserver leurs propres trésors culturels. L'agent Rodriguez se rendait chaque mois pour coordonner les efforts continus des forces de l'ordre contre les opérations de vol culturel. Le réseau de Harrison Blackwood avait été complètement démantelé, des dizaines d'artefacts volés ayant été restitués à leurs propriétaires légitimes et des peines de prison importantes ayant été prononcées contre les chefs criminels. L'épreuve de votre oncle était comme une feuille de route pour des décennies de crimes culturels, dit-elle à Walter lors de sa plus récente visite. Nous travaillons toujours sur des dossiers. Mais nous avons récupéré plus de 2000 objets volés et empêché d'innombrables autres de disparaître dans des collections privées illégales. Le livre d'or du musée était devenu l'une des sources d'inspiration préférée de Walter. Des gens du monde entier y laissaient des messages qui capturaient l'impact émotionnel de voir des trésors culturels sauvés correctement exposés et documentés. Merci de nous montrer que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires pour préserver ce qui compte. Ma grand-mère disait toujours que les tableaux de sa famille avaient été détruits pendant la guerre. Aujourd'hui, j'ai appris que des étrangers ont risqué leur vie pour les sauver. La foi en l'humanité est restaurée. Ce musée prouve que certaines choses sont plus importantes que l'argent, comme s'assurer que les générations futures héritent de leur plein héritage culturel. Alors que le soir approchait et que les derniers visiteurs s'en allaient, Walter traversait les galeries avec la satisfaction de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable vocation. Le bâtiment qui avait autrefois semblé être un fardeau impossible était devenu le centre d'un travail qui donnait un sens profond à sa vie. Théo le trouva dans l'ancien bureau de l'oncle Cornelius, maintenant converti en bibliothèque de recherche, où des chercheurs du monde entier venaient étudier les méthodes des archivistes et documenter les efforts de préservation culturelle. J'ai réfléchi, dit Théo, s'installant dans la chaise en face du bureau de son père. Que penses-tu que l'oncle Cornelius dirait s'il pouvait voir le musée maintenant? Walter réfléchit à la question, regardant autour de la pièce où tout avait commencé avec une lettre mystérieuse et une clé en laiton. Je pense qu'il dirait que les meilleurs trésors ne sont pas ceux que l'on hérite, mais ceux que l'on découvre en prêtant attention à ce que d'autres pourraient négliger. Dehors, les lumières de Cedar Falls scintillaient dans le crépuscule. La petite ville de l'Iowa était devenue un centre improbable pour la préservation culturelle internationale, prouvant que le travail important pouvait se faire n'importe où lorsque les gens étaient prêts à voir au-delà des circonstances immédiates pour une signification durable. Alors que Walter fermait le musée pour la nuit, il réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé par un simple héritage et la curiosité d'un enfant.
Le marteau-jouet qui avait tout déclenché était en sécurité, exposé à sa place d'honneur. Écarté. L'oncle Cornelius avait eu raison de faire confiance à l'instinct de Théo. Mais il avait également eu raison de quelque chose d'encore plus important. Les héritages les plus précieux sont pas des possessions matérielles, mais des opportunités de servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le musée s'installa dans un calme paisible, ses trésors sauvés enfin chez eux à la lumière, attendant les visiteurs de demain pour découvrir que la culture appartient véritablement à tous ceux qui sont prêts à la préserver et à la protéger.